Alors, bonjour, bienvenue. Bienvenue à cette séance d'information sur la vision d'aménagement pour les quartiers de la Canardière. Ça me fait plaisir de vous accueillir. On va attendre juste quelques secondes pour que la personne puisse se joindre à nous. On a à peu près une trentaine de participants. Alors, je vois que vous nous accueillez sur votre heure de dîner. Alors, merci de prendre ce temps-là pour nous. Alors, voilà, les participants se stabilisent, le nombre de participants se stabilise. Alors, on va commencer. Alors, bonjour et bienvenue. Mon nom est Anne Pelletier. Je suis conseillère en consultation publique à la Ville de Québec et je serai responsable là, de l'animation de cette rencontre en mode Zoom webinaire. Ce que ça veut dire, le mode webinaire, c'est qu'en fait, on ne vous voit pas, mais vous nous voyez. Vos caméras sont désactivées. Par contre, vous pourrez tout à l'heure poser, c'est une séance d'information, alors il y aura possibilité de poser des questions par l'outil lever la main ou on fera aussi l'outil questions-réponses que vous voyez en bas de l'écran. Alors, je suis accompagnée aujourd'hui, ce midi, de ma collègue Marie Lagy qui va me soutenir pour l'animation et la logistique. Et naturellement, nous avons les intervenants, les élus qui sont présents avec nous. Alors, nous avons d'abord Monsieur Claude Lavoie, oui. Alors, membre du comité exécutif et responsable de l'interaction citoyenne. Bonjour tout le monde. Nous avons également présent avec nous Monsieur Claude Villeneuve du district de Mézeray-les-Vrais. Bonjour tout le monde. Et Madame Smith également, conseillère du district de Limoilou. Bonjour tout le monde. Nous avons aussi les intervenants qui vont faire les présentations dans quelques minutes. Alors, je les nomme en rafale. Là, vous les voyez à l'écran. Bon, là, on a d'abord Mme Annie Boisvert, notre chargée de projet de la vision canardière. On a Mme Anna Flavia Cardozos Alvaez également pour le développement durable. M. Frédéric Lessard-Poulain pour le service des loisirs. Mme Hélène Hervé pour la planification de l'aménagement et de l'environnement. Et aussi M. Dominique Aubé pour l'environnement, spécifiquement pour notre vision de l'arbre. Il y a d'autres personnes aussi qui sont présentes que vous ne voyez pas. Ce sont les professionnels de la ville qui viennent vous entendre, vous écouter, aider leurs collègues pour répondre aux questions tout à l'heure, puisque l'objectif, c'est vraiment une séance d'information où on aura à répondre à des questions là, sur la thématique du développement durable et de la vision de l'arbre. Là, on va y arriver dans quelques minutes. Je vais quand même assez rapidement. On a 3 séances d'information, trois blocs d'information assez costauds. Alors, rapidement, je vous dirais qu'on a fait des invitations porte à porte et on a utilisé nos réseaux sociaux, notre liste d'abonnés également. Au niveau de l'information sur le site web, mes collègues ont déjà mis les présentations sur le site web et d'ailleurs, ça va apparaître bientôt dans l'outil discussion, le lien sur lequel vous pouvez cliquer et rejoindre notre page où vous trouvez les informations pour vous inscrire pour nos prochaines activités et également pour voir les présentations tout de suite là, si vous voulez les afficher sur votre écran. Au niveau du déroulement, c'est assez simple. Présentation, après le mot de bienvenue de M. Lavoie, on fait les présentations de la journée et ensuite la période de questions et de réponses. Et nous devrions terminer vers 13h30. Je sais que pour la plupart, vous devrez peut-être quitter plus tôt. Il n'y a pas de souci. La séance est enregistrée ainsi que les questions. Alors, demain ou en fin de journée, si ça vous convient, vous pourrez, dès demain ou en fin de journée, on devrait mettre la présentation sur le site web et vous pourrez écouter à ce moment-là la fin de la séance si ça vous convient. Alors, rapidement, sans plus tarder, je passe la parole à M. Claude Lavoie pour le mot de bienvenue. Eh bien, merci beaucoup, Annie. Alors, ça fait plaisir de vous souhaiter la bienvenue donc à cette deuxième séance d'information qui a pour objectif donc d'alimenter la réflexion pour l'élaboration de la vision d'aménagement pour le quartier de la Canardière. Alors donc, cette deuxième séance sera moins frigorifique que la précédente. C'est une blague pour ceux qui étaient là. C'était très, très froid. Il faisait 5 degrés dans la salle. Donc, j'espère que vous êtes tous au chaud en ce moment. Alors donc, je voudrais aussi saluer ma collègue Marie-Pierre Boucher, qui est responsable de la planification de l'aménagement du territoire. Elle ne pouvait être présente ce midi. Alors, il me fait plaisir de prendre le relais comme élu responsable de l'interaction citoyenne. Alors donc, pour élaborer une vision d'aménagement inclusive, il est important de pouvoir consulter les citoyens de Québec pour bien comprendre leurs besoins et leurs réalités. Donc, rappelons qu'une réflexion s'avère nécessaire puisque les quartiers de Mézeray et du Vieux-Moulin accueilleront de nouveaux projets majeurs, publics et privés,
d'ici les prochaines années. Donc, une vision d'aménagement reflète les grandes orientations de développement de la ville pour le secteur stratégique où des projets immobiliers ou urbains structurants sont en cours de planification. Donc, elle propose des lignes directrices et des interventions pour un secteur en lien avec sa vocation, son cadre bâti, les déplacements et ses espaces publics. Vous pouvez participer à une ou à plusieurs des activités proposées pour qu'ensemble, nous puissions développer des quartiers où il fait bon vivre. Toutes les questions sur les thématiques et les idées constructives en lien avec le développement du secteur seront les bienvenues. Les activités organisées se détaillent de la façon suivante. C'est important de les mentionner puisque c'est assez novateur comme façon de procéder et je pense qu'on est très confiant qu'on en arrivera vraiment à bien mobiliser les gens et que les gens puissent trouver un forum adéquat pour se faire entendre. Donc, des fiches d'information qui sont déjà en ligne, 3 séances d'information qui abordent les différentes thématiques, nous en sommes à la 2e, une activité porte ouverte, ce qui est aussi innovant, 5 ateliers d'échange et un formulaire pour le dépôt de questions ou de commentaires. Donc, on voit que l'interaction citoyenne est vraiment dans un élan créatif pour favoriser la participation du plus grand nombre. Donc, cette démarche complète, et ça c'est vraiment intéressant aussi, a été élaborée avec la table d'acteurs clés dont les membres sont des partenaires du milieu. Ils ont eux-mêmes identifié les thématiques à aborder lors de ces activités. Rappelons que cette démarche participative se veut exemplaire en matière de consultation publique. Alors, c'est très excitant tout ça. On innove. Alors, on procède par essai et erreur. Espérons qu'il n'y aura pas trop d'erreurs. Donc, le but de cette 2e rencontre, en terminant, cette 2e rencontre d'information, est de vous présenter les renseignements en lien avec la stratégie de développement durable et la vision de l'arbre. Ce sont ces 2 thèmes spécifiques-là sur lesquels nous allons vous entretenir aujourd'hui, vous présenter et sur lesquels nous allons échanger ensemble. Alors, nous avons une panoplie d'experts de la ville qui sont présents. Alors, n'hésitez pas à poser toutes vos questions. Ils sont là pour y répondre. Alors, bonne rencontre. Merci beaucoup, M. Lavoie, de mettre la table pour cette heure du dîner très chargée. Alors, je rappelle là, pour les personnes là, qui se sont joints à nous, vous avez l'outil Q&R en bas de votre écran si vous voulez poser vos questions. Peut-être attendre les présentations, mais après les présentations, si vous avez des questions, ça va être vraiment l'outil privilégié d'inscrire vos questions et on va les lire au micro. On a aussi l'outil de lever la main, là, une autre petite icône que vous retrouvez dans le bas de l'écran. Pour ce faire, on réactivera votre micro pour que vous puissiez nous poser directement votre question. Alors, allons-y avec l'introduction de notre séance d'information. Alors, Annie, alors ça serait à toi. Oui, merci Anne. Bonjour à tous. Donc, je partage tout de suite mon écran pour la présentation. Je fais une très brève introduction, en fait, sur la vision d'aménagement qui est véritablement la raison pour laquelle on fait des séances d'information et des ateliers dans les prochaines semaines, comme l'a bien expliqué M. Lavoie. Je m'excuse à l'avance pour ceux qui étaient là mercredi. Vous allez trouver que ça ressemble drôlement à ce que vous avez déjà entendu. C'est effectivement le cas. Donc, j'y vais rapidement avec le territoire visé dans un premier temps, ensuite ce qu'est une vision d'aménagement en fait, et l'avancement de la démarche jusqu'à maintenant. Donc, tout d'abord, pour le territoire qui est visé par la vision d'aménagement, ça correspond en fait au quartier de Mézeray et une partie du quartier du Vieux-Moulin. Donc, c'est approximativement 800 mètres au pourtour du tracé du tramway, donc 10 minutes de marche. C'est un territoire où il y a eu plusieurs réflexions, plusieurs planifications dans les dernières années et c'est un territoire où, comme vous le savez, il y a plusieurs projets qui prennent place actuellement. Parmi ces différents projets-là, on peut penser bien sûr à tout ce qui se passe dans l'axe de l'avenue d'Estimauville, mais aussi au nouveau complexe hospitalier qui est en construction, au tramway bien sûr, et bien d'autres, pour ne nommer que ceux-ci. Mais ça demande clairement que c'est un territoire qui est en évolution actuellement. Et c'est ce pourquoi la Ville propose maintenant d'élaborer une vision d'aménagement pour le secteur. Une vision d'aménagement, en fait, qui va venir actualiser et consolider les planifications réalisées jusqu'à maintenant dans une vision globale pour véritablement considérer les différents projets qui sont en cours et à venir. La vision d'aménagement vient proposer des lignes directrices, bien sûr, en matière d'aménagement du territoire, mais aussi des interventions concrètes qui vont tenir compte des particularités du milieu et des occasions d'aménagement et de développement aussi.
Donc, au niveau du contenu, une vision s'organise tout d'abord autour d'un portrait du territoire et d'enjeux d'aménagement qui sont identifiés. À partir de là, on vient définir un énoncé de vision où on se projette sur un horizon de 10 à 15 ans, normalement. Et de cet énoncé découlent des grandes orientations. Donc, à titre d'exemple, je reprends le même exemple que la dernière fois. Donc, à titre d'exemple, on pourrait viser de réduire les îlots de chaleur. Et à partir de là, on viendrait définir des stratégies d'aménagement, par exemple la plantation d'arbres en bordure des rues. Et on viendrait définir une planification un peu plus détaillée, que ce soit pour des secteurs stratégiques ou pour le domaine public, donc en identifiant par exemple des tronçons de rue bien précis où on souhaite faire des plantations. Et c'est des actions qui vont être priorisées dans le temps aussi, qui vont être accompagnées d'un échéancier dans la vision d'aménagement. Et pour arriver à définir tout ça, bien, il y a bien sûr plusieurs grandes étapes d'élaboration. Dans le cas des quartiers de la Canardière, on a commencé par une consultation préalable qui s'est déroulée bien sûr en ligne dans les circonstances. Ça a eu lieu à l'automne passé, à l'automne 2021. Par la suite, il y a eu une phase préparatoire, comme le mentionnait M. Lavoie, avec la formation d'une table d'acteurs clés, avec laquelle on a dressé un premier portrait du territoire et on a identifié aussi les principaux enjeux d'aménagement. Et c'est avec ce bagage-là qu'on arrive aujourd'hui en consultation publique, donc pour revalider certains éléments, mais aussi pour revenir sur les préoccupations, les besoins et les attentes pour le secteur. Donc, on est vraiment au tout début de la démarche d'élaboration de la vision. Et c'est avec toutes ces informations-là qu'on va pouvoir par la suite analyser et planifier l'avenir du secteur, donc élaborer un projet de vision d'aménagement qui va être soumis en consultation dans sa version préliminaire pour être ensuite révisé, ajusté, puis adopté par le conseil municipal. Où est-ce qu'on en est actuellement dans cette démarche-là? C'est une démarche qui s'amorce, en fait. Donc, il y a eu un premier portrait du territoire qui a été dressé, énormément d'informations qui ont été compilées, informations qui sont disponibles en ligne, comme le mentionnaient mes collègues. Je vous donne simplement quelques éléments aujourd'hui très rapidement, là, juste pour se mettre en contexte. Donc, tout d'abord, quant à la population du secteur, ce sont des données 2016. On attend impatiemment les données 2021. La demande est déjà faite à Statistique Canada pour obtenir les données précises sur le territoire de vision. Donc, aussitôt qu'elles seront disponibles, on verra à les intégrer, bien sûr, dans la planification, mais aussi à les diffuser. Mais déjà, on peut observer que dans ce territoire-là, les résidents sont caractérisés par un âge moyen, tout d'abord, qui est quand même un peu plus élevé que ce qu'on a l'habitude de retrouver à l'échelle de la ville de Québec. On a la moitié des ménages qui résident dans le territoire qui sont composés d'une seule personne. On a une proportion quand même significative de personnes immigrantes aussi qui y résident. Le tiers des résidents ont un diplôme secondaire ou ne détiennent pas de diplôme. Et ça se traduit par un revenu annuel moyen brut qui est largement inférieur à ce qu'on retrouve à l'échelle de la ville de Québec. Il y a une très forte proportion des ménages qui sont locataires de leur logement dans ce secteur-là et le tiers des ménages consacrent 30 ou plus de leurs revenus au logement. Si on regarde par rapport aux caractéristiques du territoire cette fois-ci, donc juste quelques-unes qui sont regroupées selon les différentes thématiques dont M. Lavoie parlait, les thématiques d'une vision d'aménagement. Tout d'abord, au niveau des activités, on retrouve une très grande mixité de commerce, d'industrie, d'institutions, donc des pôles d'emploi véritablement importants, qui sont distribués dans un territoire qui est largement résidentiel. Au niveau du cadre bâti, c'est un territoire qui est majoritairement construit, où on retrouve quand même des bâtiments très imposants, de grande envergure, mais c'est généralement des petits bâtiments qui meublent le territoire, donc des bâtiments de 1, 2, 3 étages. En termes de mobilité, on a une trame de rue qui est orthogonale, donc avec des intersections à 90 degrés qui facilitent grandement de la connectivité et l'orientation. Presque toutes les rues ont 2 trottoirs, mais on a quand même des autoroutes, des voies ferrées, entre autres, qui plus souvent qu'autrement deviennent des obstacles à la mobilité active. Et en termes d'espace public, les milieux naturels représentent tout près de 4 de la superficie du territoire. On y trouve de nombreux îlots de chaleur, mais on a tout de même un nombre conséquent de parcs et d'équipements de loisirs aussi. Donc, en regard de ce premier portrait du territoire, comme je le disais, il y a des enjeux d'aménagement qui ont été identifiés. Et pour les fins de la vision d'aménagement, ces enjeux-là ont été regroupés en 5 grandes thématiques. Donc, je les passe rapidement ici.
Tout d'abord, l'habitation, lorsqu'on pense à la pression immobilière, à la mixité sociale, à l'embourgeoisement aussi. Le développement durable, donc notre thème d'aujourd'hui, qui a été scindé en 2 blocs. Tout d'abord, le volet environnement, avec le verdissement, la qualité de l'air, la résilience au changement climatique aussi notamment. Ensuite, les volets social et économique du développement durable, où on peut penser au développement d'une communauté qui est souhaitée, qui mérite d'être consolidée, en fait, au commerce et services de proximité aussi, et à la sécurité et l'autonomie alimentaire, notamment. Ensuite, autre thématique, le cadre bâti et les axes structurants, où bien sûr, on a certaines rues principales qui sont vouées à se transformer dans les prochaines années. Il y a la création d'un cœur de quartier aussi dont il a été question, qui serait souhaité pour le secteur. Et bien sûr, le tramway qui viendra avoir une influence sur le cadre bâti, les axes structurants, mais aussi sur la mobilité dans le secteur. Donc, mobilité qui est la 5e grande thématique, où on retrouve aussi la mobilité active 4 saisons, l'accès aux fleuves, les barrières urbaines dont on a parlé tout à l'heure et l'accessibilité universelle. Donc, c'est sur la base de ces informations-là que les activités de participation publique sont organisées maintenant. Comme le mentionnait M. Lavoie, plusieurs méthodes qui sont déployées pour véritablement aller chercher les besoins, les attentes pour le secteur. Donc, les activités se déroulent en 2 temps. En fait, un premier temps qui se veut vraiment information, donc pour véritablement parfaire la connaissance du secteur, s'attarder à certains sujets d'actualité aussi qui touchent les différents enjeux qui concernent les quartiers de la Canardière. Donc, avoir une certaine base commune pour ensuite rêver le secteur. Donc, avec un deuxième bloc d'activités qui, lui, se veut principalement des ateliers participatifs où là, ce sera véritablement l'occasion d'échanger et de recueillir un maximum d'idées et de stratégies qui devraient se retrouver dans la vision d'aménagement. En termes d'échéancier, suite à ces activités de participation publique, il y a un retour qui est prévu avec la table d'acteurs clés dès cet hiver pour ensuite élaborer la version préliminaire de la vision au printemps pour qu'elle soit présentée en consultation publique au printemps 2023, si tout va bien. L'objectif ultimement étant d'adopter la vision d'aménagement d'ici la fin de l'année 2023, ce qui nous permettra par la suite de se pencher sur sa mise en œuvre, qui normalement implique aussi l'adoption d'outils réglementaires, donc ce qui serait possible à ce moment-là en 2024. Donc, je ne prends pas plus de temps par rapport à la vision d'aménagement. Je laisse la parole à mes collègues pour justement aborder des sujets d'actualité, des projets aussi qui sont d'actualité, qui vont nous permettre d'alimenter la vision d'aménagement, donc qui doivent être considérés dans la vision d'aménagement. Merci beaucoup, Annie. Merci. Alors, on va poursuivre avec Anna Flavia. Bonjour à tous. Je vais prendre déjà les partages d'écran. Je suis très contente d'être parmi vous. Je vais vous parler un peu de la stratégie de développement durable de la ville. Donc, donnez-moi un petit instant et partager. Donc, on arrive ici. Affichage plein écran. Donc, vous me confirmez si c'est bon? Merci. Oui, voilà. Merci, Excellent, Anne. merci. Donc, là, je vais vous parler quelques minutes de la stratégie de développement durable et je suis contente qu'Annie a passé avant moi parce qu'elle a expliqué un peu la démarche. On part d'une vision et après, on donne nos orientations avec les stratégies. Et c'est exactement ce qu'on a fait pour les volets de la stratégie de développement durable. Et vous pouvez comprendre que la vision qu'on présente, qu'on va commencer à parler de plus en plus avec vous pour la Canardière, c'est vraiment ça s'insère dans les stratégies de développement durable de la ville. Donc, qu'est-ce que c'est le développement durable? C'est vraiment, on a pris une citation qui est de plus en plus utilisée. C'est un développement qui répond aux besoins du présent sans compromettre la capacité des générations futures à répondre aux leurs. Donc, pour nous, c'est très significatif comme message. C'est une approche d'intérêt collectif et de long terme. Donc, on parle de changement climatique, la lutte contre le changement climatique, on parle, oui, de la préservation de la biodiversité, mais on parle aussi de volet de cohésion sociale, l'épanouissement de tous les individus et un développement qui est vraiment, qui suit des modes de consommation responsables. Donc, c'est aussi nous permettre un développement économique de façon plus responsable et durable. Pourquoi la ville a fait une stratégie de développement durable? On avait plusieurs visions, documents stratégiques, on en compte vraiment plusieurs. Et
il n'y avait rien qui venait, on peut donner un sens à tout ça. Donc, la stratégie de développement durable, c'est vraiment à long terme, notre plan de match. C'est une cadre d'action structurant où tous les objectifs, tous les plans d'action de la ville vont venir se coller pour donner un objectif commun. Donc, c'est ça que vous voyez à l'écran, hein, c'est les différentes consultations, les différents documents qui ont été réalisés à la ville. Donc, on se dote d'une vision. Donc, Annie, ma collègue Annie vous a parlé tantôt par rapport à la vision de la Canardière. Pour nous, la vision de notre stratégie de développement durable, on s'est projeté en 2030. Donc, en 2030, la population de Québec forme une communauté engagée, solidaire et inclusive. Elle profite d'un environnement sain et résilient face au changement climatique et récolte les fruits d'une économie verte, juste, verte et prospère. Donc, voici comment on voit la population de Québec en 2030. Et pour arriver à cette vision-là, pour arriver à ça, qu'est-ce qu'on fait? Donc, basé sur les objectifs de développement durable proposés par l'ONU, donc vous connaissez peut-être les 17 objectifs de développement durable, ça, c'est la base de la stratégie de la ville. Hein. Donc, on travaille sur tous ces aspects. Pas de pauvreté, faim zéro, bonne santé et bien-être, inégalité réduite, la vie terrestre, la vie aquatique, pour nommer quelques-uns. Mais ce que la ville a fait, hein, et peut-être que quelques-uns parmi vous, vous avez fait partie de ça, c'est de réorganiser ces objectifs de développement durable de l'ONU en 5 défis collectifs. Donc, avec les défis collectifs, on invitait la communauté à faire partie de cette démarche, du développement durable de notre ville. Donc, on a regroupé les objectifs de l'ONU en cohésion sociale, par exemple. Donc, la cohésion sociale, c'est vraiment pour promouvoir la reconnaissance et la valorisation de la diversité culturelle et sociale. On parle de santé globale, hein, c'est pour créer des milieux de vie propices aux saines habitudes de vie, tant pour la santé physique et psychologique, individuelle et collective. On parle de décarbonisation, donc vraiment la réduction des émissions de gaz à effet de serre. On parle de la résilience, donc augmenter la capacité à faire face aux risques qui menacent les infrastructures, les humains et les écosystèmes naturels. Et on parle de transition, qui pour nous, c'est créer un cadre favorable à l'engagement de la collectivité dans la transformation écologique, économique, sociale, hein, aussi individuelle et collective. Donc, chacun des projets de la ville, chacune de nos visions à la ville, hein, maintenant, c'est OK, comment ça impacte dans la cohésion sociale? C'est quoi l'impact dans la décarbonisation? Donc, pour nous, c'est vraiment devenu OK, on met en place des objectifs communs. Nos projets doivent et vont impacter les 5 défis collectifs. Pour mettre ça en œuvre, donc Annie nous a parlé de ça aussi, l'étape de plan d'action. Dans les cadres de la stratégie de développement durable, vous avez vu passer, il y a pour l'instant 2 plans d'action. Un plan d'action de transition et d'action climatique qui vient jouer plus dans la décarbonisation, la résilience, la transition. Et on a déposé aussi un plan d'action solidaire qui vient chercher plus les volets cohésion sociale, les volets cohésion sociale ici, les volets santé globale et les volets de transition. Donc, avec notre document de stratégie, notre vision, nos défis collectifs, voici les projets qu'on met en place avec les stratégies. Donc, je vais laisser la parole à Hélène Harvey qui va vous parler plus concrètement des projets qui peuvent être pris en compte dans la Canardière, des exemples de projets qui peuvent être utilisés. Donc, Hélène, tu me feras signe si tu es prête. Je suis prête, Anna. Merci. Donc, oui, bonjour à tous. C'est Hélène Harvey. Je suis conseillère à la division du développement durable de la Ville de Québec. Puis, effectivement, aujourd'hui, je vais vous présenter une bonne partie là, des 20 grands projets qui forment le plan de transition et d'action climatique. Tu peux passer à la suivante, Anna, merci. Donc, comme Anna mentionnait, en fait, le PTAC, qu'on l'appelle, vise 3 grands défis collectifs, donc la décarbonisation. On vise notamment là, un objectif, l'objectif, en fait, c'est de réduire les émissions de gaz à effet de serre de 45 d'ici 2030 par rapport au niveau de 2010. Donc, c'est presque coupé en deux les émissions de gaz à effet de serre.
Deuxième défi, c'est d'accroître la résilience de la ville face aux impacts des changements climatiques. On peut penser, entre autres, à l'augmentation attendue et d'ailleurs l'augmentation qu'on vit déjà, là, des vagues de chaleur et des épisodes de pluie intense, par exemple. Et le troisième défi collectif, c'est donc la transition collective vers des façons de faire, vers des habitudes qui sont plus positives pour l'environnement. Et donc, c'est 20 grands projets qui se concrétisent à travers, notamment à travers des projets locaux au cœur des quartiers. Puis, je vais vous présenter, là, je vais faire une petite tournée là, des projets qui vont ou qui pourraient se concrétiser là, dans le cadre de la vision des quartiers de la Canadienne. Oui, c'est vrai. Juste avant de commencer, là, je tenais à souligner que je vais vous présenter les projets plutôt sous un angle de lutte contre les changements climatiques, mais je tenais à souligner que ce sont toutes des stratégies qui sont reconnues pour les co-bénéfices en fait qu'elles génèrent, tant sur les plans économiques, environnementaux que sociaux. Donc là, on a des exemples ici. Là, oui, c'est des stratégies, par exemple, qui vont contribuer à réduire les émissions de gaz à effet de serre, mais elles peuvent également contribuer à réduire les problématiques de congestion ou à réduire les coûts liés aux dépenses de transport chez les ménages, par exemple. Ensuite, oui, c'est ça. En fait, c'est vraiment des projets qui ont le potentiel d'accroître la qualité de vie là, de plusieurs citoyens et qui viennent s'inscrire finalement dans une approche de développement durable. Alors, on commence la tournée. Premier grand projet, la consolidation urbaine du territoire. Donc, l'idée ici, c'est de venir diriger la croissance urbaine vers des milieux qui sont proches de centralité, hein, proches des centres de quartier ou du centre-ville ou des centres-villes de Québec. Des milieux où il y a présence d'activités diverses, des pôles d'emploi, des milieux où il y a déjà une bonne desserte de transport collectif ou des aménagements pour le transport actif ou dans lesquels on projette de mettre en place des projets structurants, comme c'est le cas là, dans les quartiers de la Canardière là, avec le tramway. Donc, l'idée finalement, c'est qu'il y ait plus de citoyens qui ont moins de distance à parcourir là, pour réaliser leurs activités au quotidien, aller travailler, aller porter les enfants à l'école, faire leurs achats. Et à terme, bien, évidemment, là, ça réduit les émissions de gaz à effet de serre. Et comme je le disais tout à l'heure, ça peut même contribuer à diminuer les problématiques de congestion. C'est une stratégie qui permet aussi de préserver les terres agricoles, les forêts, les milieux naturels là, qui entourent la ville. Donc, un autre vraiment bel avantage, surtout dans une optique là, de lutte contre les changements climatiques. Et pour les quartiers visés, comme c'est le cas là, pour les quartiers de la Canardière, bien, la consolidation, là, ça devient un beau levier pour venir améliorer le cadre de vie. Par exemple, ça va être l'occasion d'aménager des terrains vacants ou abandonnés, de venir optimiser là, certains espaces qui sont sous-utilisés, puis ça peut même là, venir soutenir une offre commerciale locale plus diversifiée. Donc, la consolidation, finalement, là, ça devient l'occasion de créer des milieux de vie durables, qui est le deuxième grand projet là, que je voulais vous présenter. Merci, Anna. Milieu de vie durable, donc ici, l'idée, c'est vraiment d'adopter une vue d'ensemble, puis de mettre en place des aménagements qui prennent en compte 6 composantes, les 6 composantes qu'on voit ici, là, les logements, les services de proximité, la mobilité, vie communautaire et culturelle, les milieux naturels et les espaces publics. Et dans le fond, en fait, là, le présent exercice de vision, ça vient vraiment s'inscrire dans ces 2 grands projets-là là, du PTAC, là, de consolidation et de milieu de vie durable. Donc, en plus de ces 2 grands projets qu'on pourrait qualifiés de plus globaux, le PTAC comporte aussi plusieurs grands projets qui vont notamment contribuer à rendre des milieux de vie sobres en carbone. Donc, ces projets-là vont venir agir sur les 2 principales sources de gaz à effet de serre de l'agglomération, soit la mobilité, les déplacements et les bâtiments. Donc, un des projets, c'est les rues conviviales, c'est-à-dire des rues qui sont conçues pour être confortables et sécuritaires pour tous les usagers. Donc, on pense entre autres à des rues actives, des rues qui vont venir vraiment stimuler les transports actifs, les transports collectifs.
On pense à des rues vertes, des rues hivernales aussi. Donc, on veut inciter les citoyens à être actifs à l'année. L'objectif ici, pour 2025, c'est de créer 200 nouveaux tronçons de rues conviviales au sein de la ville. Donc, vous en avez un exemple ici, là, le chemin de la Canardière qui a été créé il n'y a pas si longtemps. Ensuite, l'autre grand projet concerne les déplacements actifs. Je ne m'attarderai pas trop ici parce qu'il y a vraiment eu une belle présentation dans le cadre de la séance d'information de mercredi dernier, le 23 novembre. La présentation est disponible sur le site web de la ville, mais on peut quand même voir ici différentes options d'aménagement pour rendre les déplacements à la marche ou en vélo plus agréables. Donc, on a, par exemple, les corridors Vélocité à Grenoble, l'avenue Cartier avec ses trottoirs larges, les arbres, la verdure et les rues partagées qui peuvent être une autre belle option là, dans certains cas. Donc, si ça peut vous donner des idées, tant mieux. Ensuite, oui, le tramway et son réseau, ben, même chose, hein, il y a vraiment eu une belle présentation détaillée du projet de tramway là, dans la portion qui concerne le territoire des quartiers de la Canardière. Donc, pour ceux qui ne l'auraient pas vu et que ça intéresse, là, je vous invite à aller visionner cette présentation-là. Un autre grand projet du PTAC, bon, évidemment, là, on veut également agir, comme je le disais tout à l'heure, sur la sobriété énergétique des bâtiments. Il y a différentes façons de rendre des bâtiments plus sobres en carbone. Puis, dans ce cas-ci, je voulais attirer votre attention, en fait, sur le projet de la bibliothèque Paul-Aimé-Paiement, qui est vraiment un beau projet parce que, bon, d'une part, c'est un projet qui s'inscrivait dans un site patrimonial, le Trait Carré. Et donc, ils ont trouvé là, une façon, un design d'insérer l'agrandissement de la bibliothèque de façon vraiment harmonieuse avec le quartier. Et en plus, il y a un toit vert qui est accessible à la population et sur lequel ils font des belles activités de sensibilisation sur l'agriculture urbaine. Et finalement, ben, le bâtiment est presque entièrement chauffé et climatisé grâce à un système de géothermie. Donc, beau projet inspirant pour d'autres projets qui pourraient être mis en place dans les quartiers de la Canardière. Ensuite, un autre projet important, c'est l'optimisation du stationnement. Donc, c'est sûr que dans une optique de consolidation du territoire et de milieu de vie durable, les stationnements de surface, surtout ceux qui sont sous-utilisés, là, ça va être des belles occasions, en fait, là, de venir optimiser des espaces. Il y a différentes façons de le faire. Vous voyez la photo là, en bas à droite avec l'avenue Maguire. On voit un édifice à gauche. À l'époque, en fait, c'était un grand stationnement de surface. Et donc, il a été remplacé par un bâtiment où il y a des commerces au rez-de-chaussée, des condos locatifs aux étages. Et le stationnement, en fait, a été déplacé sous le bâtiment. Donc, c'est maintenant donc encore un stationnement public, mais il est rendu intérieur, puis on a optimisé l'espace et on a rendu en fait la rue aussi plus belle, plus agréable. Une autre façon d'optimiser certains espaces de stationnement, ben, c'est par le verdissement. On voit un exemple en haut, où là, on est venu en fait mettre en place un système de gestion des eaux de pluie végétalisées. Donc, une belle façon en même temps de faire face là, aux impacts attendus là, des pluies diluviennes. Puis, il y a d'autres façons. Hein. On peut imaginer des places publiques, des parcs, comme ce qui est prévu là, dans le cas du projet du centre Place de Lys, par exemple. Fleur de Lys, excusez-moi. Bon, je vais finir rapidement qu'il y a aussi un grand projet là, sur l'achat local. Donc, on veut venir favoriser l'achat local. À travers, entre autres, le plan commerce 2022-2025 de la Ville de Québec, qui vise, entre autres, à venir dynamiser les artères commerciales. Donc, ça va peut-être être un beau plan à mettre en valeur dans le cas des quartiers de la Canardière. Puis, bien évidemment, ici, on voit un marché public là, qui est aussi une très, très belle façon de venir encourager l'achat local. Le PTAC met aussi de l'avant des projets qui vont venir notamment là, contribuer à rendre les milieux de vie plus résilients.
Parmi ces projets-là, il y a les grands projets d'îlots de chaleur. Tu peux passer à la suivante. Merci, Anna. D'îlots de chaleur, îlots de fraîcheur urbain, pardon, et perméabilisation des sols. En fait, par la perméabilisation des sols, là, ce qu'on vit, c'est que l'eau de pluie puisse pénétrer dans le sol plutôt que de s'écouler en surface. Donc, deux belles stratégies là, pour faire face à l'augmentation des vagues de chaleur et des périodes de précipitations intenses. On voit à gauche là, une carte qui montre les îlots de chaleur là, au sein des quartiers de la Canardière. Les îlots de chaleur qui sont causés, là, entre autres, par les surfaces asphaltées, bétonnées, par un manque d'ombrage, manque de verdure. Donc, il y a différentes interventions qui peuvent être mises en place. C'est sûr qu'il y a la plantation d'arbres. Et puis là-dessus, là, il y a mon collègue Dominique Aubé qui va vous présenter tout à l'heure la vision de l'arbre. Mais à droite, vous voyez d'autres options. Donc, on voit là, un terrain en haut à droite qui a été justement déminéralisé et où on est venu verdir, mettre des plantations. Puis, évidemment, là, un magnifique mur végétalisé dans le quartier Montcalm, qui est une bonne façon aussi d'atténuer les risques de surchauffe des bâtiments. Ensuite, ben, je termine avec deux grands chantiers, là, milieu naturel et biodiversité. Donc, c'est sûr que dans une optique d'adaptation au changement climatique, conserver et même restaurer les milieux naturels, là, ça va être une stratégie extrêmement importante. On voit à gauche le domaine Mézeray, qui est vraiment un bel atout des quartiers de la Canardière. Et puis à droite, ben, on voit un jardin à monarque. Donc, l'idée ici, c'était juste de vous montrer que par le choix des végétaux, donc quand on choisit certains végétaux, on peut venir soutenir la biodiversité locale. Dans ce cas-ci, ça visait les monarques, mais c'est une autre belle façon finalement de soutenir la biodiversité. Dernier chantier, dernier grand projet que je voulais vous présenter, c'est la mise en valeur des rivières qui va être concrétisée par le plan de mise en œuvre des rivières de Québec. Donc, ici, là, il y a un beau potentiel là, à travers ce plan-là de venir accroître l'accès à la rivière Saint-Charles, rivière Beauport et au fleuve pour les populations des quartiers de la Canardière. Donc, voilà, ça termine là, le survol des grands projets du PTAC. Bon, l'objectif était surtout, là, on a fait ça vite parce qu'il y a beaucoup de contenu, mais l'objectif, c'était surtout de vous donner une idée de ce à quoi pourraient ressembler des quartiers sobres en carbone et plus résilients face au changement climatique. De mon côté, ce que je vois, c'est que les quartiers de la Canardière ont déjà beaucoup d'atouts en place et qui ont surtout là, un énorme, grand potentiel là, de se transformer en quartier plus durable. Donc, c'est tout pour moi. Je passe la parole à mon collègue Pierre, si je ne me trompe pas. En fait, Frédéric Lessard-Plein. Excusez, oui. Je me suis trompée. Frédéric. Pas de souci. Donc, bonjour à tous. Frédéric Lessard-Plein, conseiller service loisirs sport communautaire. Donc, je vais parler du plan d'action solidaire aujourd'hui. J'irai directement à la diapositive suivante. Le plan d'action solidaire s'inscrit dans la stratégie de développement durable et vise les 3 défis, cohésion sociale, santé globale et transition. Il est organisé sur 16 projets structurants et qui inclut donc 125 pistes d'action. On va parler plusieurs pistes d'action qui ont été réalisées ou qui sont réalisées au niveau des quartiers visés par la vision de la Canardière aujourd'hui pour le plan d'action solidaire. Je vais y aller rondement. C'est des différents projets, plus ou moins de détails là, par rapport aux projets mentionnés, mais donc on va pouvoir vous recueillir vos questions certainement à la suite des présentations. Donc, ce qu'il faut retenir, ma collègue Annie Boisvert a présenté des caractéristiques sociodémographiques des 2 quartiers visés. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y a une certaine vulnérabilité au niveau socio-économique du secteur visé par la vision de la Canardière. Donc, on parle de forte présence de familles monoparentales. La proportion qui ne détient pas de diplôme est élevée aussi et le pourcentage de ménages qui consacrent 30% de leurs revenus aux frais de logement est parmi les plus élevés de la ville. Si on passe aux 2 quartiers qui forment la vision de la Canardière, donc au niveau de Mézeray, ce qu'il faut bien retenir, on parle vraiment qu'il y a un des quartiers de l'arrondissement qui est le plus jeune, donc avec sa proportion de jeunes des 19 ans et moins. Et aussi au niveau de la proportion des personnes immigrantes réfugiées, donc c'est le premier quartier de la ville.
Par la suite, pour le quartier du Moulin, c'est le quartier, dans le fond, du Moulin, c'est le 3e quartier de la ville qui compte le plus grand nombre de personnes de 65 ans et plus. Donc, quand on parlait de sensibilité et de vulnérabilité par rapport au quartier visé par la vision de la Canardière, on est vraiment dans différents indicateurs qui nous indiquent cette proportion. Exemple de projet, donc, qui s'inscrit vraiment dans le plan d'action cellulaire. On parle du programme Liaison Jeunesse, qui est un programme qui vise à maintenir une cohabitation harmonieuse dans tous les parcs et lieux publics municipaux. C'est vraiment une présence d'intervenants qui interviennent auprès des jeunes de 12 à 25 ans et dans différents parcs qui sont visités, qui sont identifiés dans les quartiers Vieux-Moulin et Mézeray. Aussi, d'autres projets que nous avons qui sont inscrits dans le plan d'action solidaire. On parle d'intervenants culturels qui sont soutenus dans le cadre des initiatives de l'Évasion Saint-Pédis et du Centre Monseigneur Marcoux. C'est des intervenants culturels qui viennent favoriser la cohésion sociale et la participation citoyenne au niveau dans les différents milieux de vie qui sont ciblés. Donc, c'est dans certains projets de cette matière-là. Par la suite aussi, au niveau de 1, 2, 3 Go Limoilou, on a 2 initiatives qui sont soutenues par rapport au plan d'action solidaire. Donc, on a le minibus, qui est vraiment une initiative qui vise le jeu libre parents-enfants dans les parcs. Donc, c'est un petit autobus qui circule. Et le programme Grandir en forêt aussi, qui permet l'accueil de groupes CPE en forêt pour une pédagogie dans la nature. Donc, vraiment très, très novateur comme projet. Sinon, si on continue, beaucoup de projets qui sont identifiés avec les partenaires du milieu. Donc, l'Évasion Saint-Pédis, encore, une bibliothèque éphémère donc, qui vise des activités de libre qui est destinée aux enfants de 0 à 12 ans. Donc, vraiment avec la population de ces 2 quartiers-là. C'est toujours des initiatives qu'on a relevées dans le plan d'action solidaire qui visent les quartiers ciblés par la vision de la Canardière. Par la suite, au niveau du réseau communautaire durable, il faut se rappeler que le service des loisirs reconnaît 120 organismes et en soutient plusieurs. Spécifiquement au niveau du secteur visé par la vision, on parle de 34 organismes qui sont reconnus et soutenus. Il y en a 8 qui offrent pour la famille et la jeunesse et les personnes ayant des incapacités, 8 pour la pauvreté et l'exclusion sociale, 14 au niveau sport, loisirs et plein air et 4 qui offrent directement des services à la communauté. Si je continue, au niveau de l'expérience de loisirs et de culture de manière générale, donc on est vraiment dans une offre très diversifiée, donc une aréna, une piscine intérieure, 2 bibliothèques, 2 piscines extérieures, 2 sites de jeux d'eau, 8 terrains sportifs qui sont répartis dans différents parcs. Là, on parle de Ferland, on parle aussi de Bardy, Pavillon Royal, donc différents lieux qui permettent d'offrir différentes infrastructures de loisirs à toute la population. Au niveau de l'animation des milieux, oui, on a des milieux qui sont offerts, mais on a aussi une animation qui est permise. Donc, au niveau du domaine Mézeray, par exemple, par la Société du domaine Mézeray, le Parc Royal qui est animé par le Pivot, le Parc Bardy aussi qui est animé par le Centre Monseigneur Marcoux, la place éphémère du Parvis Royal, donc qui a été aménagée et dont on voit les images sur la diapositive actuellement. Par la suite, quand on parle d'aménagement, on parle d'aménagement inclusif. Donc, c'est l'inclusion, c'est aussi d'avoir accès à l'ensemble des parcs et d'assurer une diversité d'équipements pour répondre aux besoins tant individuels que collectifs. Donc, dans cette optique-là, au niveau du service des loisirs, on a mis en place différentes infrastructures, par exemple, ou aménagement, donc des sentiers asphaltés sans obstacles, des bancs avec accoudoirs, des tables avec espace pour fauteuils ou poussettes, des zones d'ombrage. Donc, on est vraiment dans une approche inclusive, tant au niveau de l'accessibilité universelle que les différentes clientèles qui y sont accueillies. Plus spécifiquement, on vous a précisé aussi au niveau du Parc Royal, donc la diapositive suivante. Le Parc Royal est un bel exemple aussi d'un réaménagement qui a été fait par l'entremise du plan d'action solidaire. Donc, vraiment, le Parc Royal, c'est un parc qui était un peu sous-aménagé, on va dire ça comme ça, avec le pavillon royal sur la diapositive que vous voyez à droite, un terrain de baseball qui était peu utilisé en face d'un parvis d'église. On a proposé une nouvelle vision d'aménagement, donc pour vraiment relier le bâtiment avec le nouvel aménagement, faciliter l'accès aussi. Si on voit la diapositive suivante, là, on va vraiment voir la planification qui en est faite. Donc, on voit vraiment qu'on a comme enlevé l'aménagement du terrain de baseball sous-utilisé, non utilisé. On a vraiment ouvert le parc de gauche vers la droite et aussi du centre, donc vers le parvis d'église. La photo suivante nous donne vraiment un bel exemple là, de ce qui a été fait là, au niveau de l'allée
qui permet aussi un transport adapté et une utilisation pleine de l'ensemble de l'infrastructure. Plus spécifiquement aussi dans cet espace-là, au Parc Royal, dans le fond, on a aménagé, diapositive suivante, s'il vous plaît. Parc Royal, on a aménagé des aires de jeu inclusives. Donc, quand on parle d'inclusivité, on parle donc l'équipement est intéressant pour tout le monde. Donc, oui, il permet différentes activités, mais il permet aussi différentes clientèles. Variété d'éléments accessibles, donc sensoriel, tactile, ludique, contraste de couleurs. Et toutes ces initiatives-là, ça s'inscrit dans le plan d'action solidaire au niveau des 125 projets mentionnés et des axes qu'on vise. Par la suite, quand on parle de communauté, on parle de jardins communautaires aussi. Donc, on a des initiatives qui ont été faites au niveau, par exemple, du jardin communautaire d'Estimoville, 88 lots qui ont été rendus disponibles. Et plus récemment, aussi, on parle du jardin communautaire Domaine Mézeray qui est aménagé, dont on voit la belle image. Donc, ça permet vraiment à la communauté de s'investir de ces lieux et aussi d'avoir un impact et une rétribution là, vraiment en termes de travail. Et je vous remercie. Ça a été bref. Je voulais laisser du temps à mon collègue pour la vision de l'arbre et les questions de l'ensemble de l'Assemblée. Merci. Merci beaucoup, Frédéric. Merci beaucoup, Anna et Hélène. Alors, on poursuit avec Dominique Aubé, conseiller en environnement, pour la vision de l'arbre. Ça s'en vient, ce ne sera pas long. Est-ce que vous Voilà. voyez bien l'écran? C'est parfait, Dominique. Donc, merci à mes collègues d'avoir bien introduit des enjeux super importants à la ville et qui pourront se transposer dans la vision de Canardière. Alors, on m'a demandé de venir faire un bref portrait ou de parler rapidement un peu de la vision de l'arbre qui, dans un continuum de stratégie de développement durable qui est à plus haut niveau, de plan de transition et d'action climatique, plan d'action solidaire également, qui vient guider les orientations et les actions de la ville. Et avec la vision de l'arbre, qui est un autre document de planification stratégique intéressant à la ville, on vient vraiment soutenir, appuyer, opérationnaliser la mise en œuvre de grandes orientations dans les deux planifications précédentes. Alors, à titre de programme pour la présentation, je vais vous parler brièvement des fondements de la vision de l'arbre 2015-2025, également des principales stratégies d'intervention, tout ça dans l'idée de susciter l'intérêt de votre côté pour contribuer dans les consultations qui seront faites ultérieurement publiques là, pour les idées qui viendront, qui seront proposées pour la vision canardière. Ensuite, on va rentrer un peu dans le détail de certains enjeux ou états de situation qu'on a pu analyser dans les quartiers concernés et rapidement, une petite conclusion là, pour mettre la table pour la suite des choses dans les idées qui nous seront présentées. Donc, place aux arbres, notre mot au centre et au cœur de la vision de l'arbre 2015-2025. On veut transposer cette idée de place aux arbres en capital vert de Québec, donc qui est un investissement dans lequel la communauté, mais également la ville doit participer activement pour la qualité de vie justement des citoyens. Donc, cette vision de l'arbre-là est vraiment au cœur des priorités municipales depuis les dernières années, mais plus récemment également, et s'inscrit, comme je le mentionnais, dans un continuum là, avec la stratégie de développement durable, plan de transition et d'action climatique et le plan d'action solidaire. Donc, le verdissement, compte tenu qu'environ 75% de notre territoire à la Ville de Québec est composé de terrains non municipaux, doit être partagé, donc un verdissement qui doit reposer sur les efforts de la Ville, mais également de la collectivité. Donc, c'est un des alignements qu'on propose pour travailler avec la communauté au verdissement des quartiers concernés. Donc, de façon générale, l'engagement qu'on a pris avec la vision de l'arbre place aux arbres, donc c'est d'ajouter 130 000 arbres d'ici 2029 afin d'atteindre un pourcentage de canopée à l'ensemble du territoire urbain là, qui serait de 35 %. Donc, arbres et espaces verts, que ce soit les arbres pris individuellement, que ce soit les boisés urbains ou la couronne forestière ou les espaces verts de façon générale, tout ça est indissociable de la qualité de vie des citoyens, comme on l'a vu tout à l'heure, mais également du bien-être et également de la santé globale de la communauté. Donc, que ce soit notre capital vert qui nous permet de se prémunir contre les îlots de chaleur et de favoriser les îlots de fraîcheur sur le territoire, que ce soit des milieux boisés, que ce soit des parcs urbains végétalisés comme lieu de loisirs et de rencontres, que ce soit pour assurer un confort et la sécurité des déplacements actifs ou permettre ou de contribuer à la qualité de l'air ou à la réduction du stress là, des populations, d'investir dans notre capital vert devient vraiment au cœur des préoccupations qu'on doit avoir.
La vision de l'arbre se décline pour la période 2021-2025 en 5 grands chantiers qui nous permettra de créer des milieux de vie plus végétalisés, mais également plus biodiversifiés. Première grande stratégie, c'est justement la plantation intensive d'arbres sur le territoire, que ce soit sur les terrains municipaux et non municipaux. Deuxième grande stratégie, c'est de faire de la place. On a beaucoup d'enjeux à beaucoup d'endroits, dont dans les quartiers concernés aujourd'hui, où on doit faire de la place, donc on doit déminéraliser pour permettre l'ajout et la plantation d'arbres, travailler davantage avec la communauté comme troisième chantier afin de favoriser et d'appuyer davantage l'atteinte des cibles, protéger nos acquis, donc on met beaucoup d'énergie dans l'ajout de végétalisation, l'ajout d'arbres, etc., mais il faut également protéger nos acquis pour que, en bout de ligne, la comptabilité soit positive là, sur l'aspect verdissement de notre communauté. Et également travailler à la recherche avec les institutions de recherche au développement de nouvelles façons de faire et de meilleures actions sur le territoire de Québec. 3 grandes stratégies, on en a parlé tout à l'heure. Selon les quartiers, on y reviendra. Donc, déminéraliser, faire de la place, ajouter les arbres et protéger nos acquis. C'est vraiment au cœur de nos actions dans la vision de l'arbre, toujours dans l'idée d'accroître et maintenir la forêt urbaine sur l'ensemble du territoire. Selon les quartiers où on se situe à l'échelle de la Ville de Québec, que ce soit les quartiers qu'on dit centre urbain, les quartiers résidentiels urbains ou les quartiers résidentiels suburbains plus en périphérie, on a des stratégies d'intervention qui sont plus personnalisées, disons. Donc, dans les centres urbains, on va évidemment faire de la place, déminéraliser, également ajouter les arbres. Il y a également la protection de notre capital vert qu'on retrouve aussi plus en périphérie, qui devient au cœur de nos préoccupations. Et les cibles à atteindre en fonction de la canopée diffèrent d'un secteur à l'autre sur le territoire de la Ville de Québec. Plusieurs grandes activités sont proposées pour une stratégie intensive de plantation sur l'ensemble de la ville. Ils pourront se percoler également dans une vision comme celle de la Canardière. Donc, le programme de plantation d'arbres d'alignement, poursuivre la distribution d'arbres gratuits aux citoyens lors des journées de distribution d'arbres, poursuivre les travaux de naturalisation en milieu naturel, l'ajout d'arbres également qui seront possibles d'être réalisés sur les terrains non municipaux. On a beaucoup d'initiatives présentement qui se développent pour travailler en collaboration avec nos citoyens et les organismes du milieu pour planter davantage sur les terrains non municipaux, mais également les réaménagements ou les nouveaux parcs, les pistes cyclables, etc., qui sont des occasions en or pour nous d'aller ajouter de la végétation. Donc, on est en constante recherche de sites pour justement pouvoir ajouter des arbres, mais également le projet d'implantation de tramway est une occasion de requalifier la ville et d'ajouter des arbres dans un concept de 20 pour 1 pour l'ensemble des quartiers qui seront traversés. Donc, quelques exemples pour ce qui est du programme de plantation, pas quelques exemples, mais juste pour rappeler que le programme de plantation d'arbres d'alignement à la ville, c'est vraiment la stratégie sur laquelle on se repose pour planter le plus d'arbres actuellement. Donc, plus de la moitié des plantations qui sont faites par l'entremise de ce programme-là sur le territoire. Puis, en ce sens, je réitère l'invitation qu'on fait depuis les derniers mois aux citoyens qui voudront voir planter un arbre sur leur terrain ou dans l'emprise de leur terrain, de ne pas hésiter à faire une demande au service 3.1 en ce sens, qui nos équipes pourront aller ajouter les arbres. Et également, on travaille à un nouvel outil actuellement qui est le répertoire des emplacements de plantation potentielle. Donc, dans l'enjeu de planter 130 000 nouveaux arbres d'ici 2029, amène une réalité quand même importante, c'est-à-dire qu'il faut trouver la place pour planter ces arbres-là. Alors, il y a un exercice fin qui est réalisé là, par les collègues de la division de la foresterie urbaine actuellement pour identifier ces sites potentiels-là qui pourraient recevoir à court et moyen terme des arbres supplémentaires. Et également, ce programme-là de plantation d'arbres d'alignement, encore une fois, dans l'idée de rencontrer les cibles qui sont très ambitieuses. Les travaux seront accentués au cours des prochaines années dans le cadre de ce programme. On a parlé tout à l'heure d'environ 75% du territoire qui est des terrains non municipaux. Donc, il faut également soutenir la collectivité pour nous aider à atteindre nos cibles de canopée et de plantation d'arbres. Donc, quelques exemples ici où on intervient avec la collectivité pour ajouter du verdissement à l'échelle du territoire. Donc, premier exemple d'appel à projet pour le verdissement des terrains municipaux. On a des équipes qui reçoivent des propositions, qui soutiennent financièrement et techniquement des projets afin de mobiliser la communauté dans les travaux de verdissement des terrains non municipaux. Donc, il y a quand même passablement d'arbres qui sont plantés dans le cadre de ces initiatives-là, qui ont également, puis je fais un clin d'œil au plan d'action solidaire, une vocation également communautaire et de rassemblement dans la société. Donc, quand je parle que la vision de l'arbre est une bonne façon
d'opérationnaliser les grandes orientations, c'est un bel exemple de travail avec la collectivité. On a parlé de journée de distribution d'arbres, mais c'est l'occasion à chaque année, au printemps et à l'automne, de distribuer passablement d'arbres aux citoyens afin de les soutenir dans la plantation, mais également le verdissement de leur milieu de vie vraiment à proximité. Et d'autres projets, d'autres programmes également existent. Un dernier, le verdissement des ruelles, donc un peu la même façon que pour la plantation d'arbres sur terrains municipaux. Les citoyens sont invités à présenter des projets qui permettront notamment de résoudre les îlots de chaleur, embellir les milieux, biodiversifier les milieux de vie dans le cadre de réaménagement de ruelles sur le territoire. Quelques états de situation ou enjeux soulevés, ça a été mentionné brièvement par mes collègues précédemment, mais de façon générale, on se rend compte que dans le secteur à l'étude pour lequel vous serez invité à vous soumettre vos idées pour la vision canardière, on voit que les milieux naturels sont principalement, on les retrouve principalement dans la portion sud. Donc, seulement 3,9 % de la superficie totale du secteur est considérée en milieu naturel. C'est quoi milieu naturel? C'est soit les milieux humides, comme on peut les imaginer, marais, etc., ou des milieux boisés, les boisés urbains, ou des boisés urbains qui sont situés également sur des milieux humides. Donc, trois types de milieux naturels qui sont identifiés. Donc, on voit qu'il y a quand même beaucoup de potentiel éventuellement pour cet aspect-là à recréer dans le secteur. Pour ce qui est de la canopée, on en a fait allusion rapidement tantôt, mais si je reviens avec les quartiers qui sont concernés, Puy-Moulin et Mézeray, actuellement, on a des indices de canopée pour ce qui est du quartier du Puy-Moulin d'environ 21 % puis d'environ 19 % pour le quartier Mézeray. Et chacun de ces quartiers-là ont des cibles à atteindre de canopée de 25 %. Donc, il y a vraiment des opportunités de verdissement qu'on va vouloir saisir et puis les idées qui nous seront proposées pourront se concrétiser en ajout et en verdissement sur l'ensemble du territoire. Et préliminairement, les besoins ont été identifiés ou les potentiels ont été identifiés le long notamment de Destimoville, mais également près du complexe de valorisation énergétique de la Ville de Québec. Pour ce qui est des eaux de chaleur, ça a été évoqué par mes collègues également. Tout le monde le sait, c'est un enjeu quand même important dans le quartier compte tenu du contexte et de l'historique de développement de ces secteurs-là. Et puis, c'est un secteur qui est largement urbanisé. Il y a quand même passablement d'îlots de chaleur qui ont été identifiés. On le voit par la carte qui est là et la légende qui nous indique que dans les secteurs les plus rouges et les plus orangés, on est dans des températures de surface qui sont de chaudes à très chaudes, ce qui interpelle évidemment les aménagistes du territoire afin de verdir davantage les secteurs. Donc, c'est un milieu de vie qui est lié à des usages industriels et institutionnels particulièrement. Et on a estimé que pour la portion rouge très foncée et orange, donc chaud à très chaud, environ 50 % de la population se retrouve dans un îlot qualifié de chaud à très chaud, ce qui n'est pas rien. Donc, il faut vraiment dans les réflexions et dans le déploiement de cette nouvelle vision-là intervenir pour réduire la chaleur dans ces milieux de vie urbains-là. Donc, en titre de conclusion, je ne veux pas aller plus dans le détail. On pourra avoir d'autres occasions de se parler lors des autres activités de consultation, mais on voit que c'est ces secteurs-là ou les quartiers qui composent le secteur à l'étude pour la canardière, c'est des territoires qui sont vraiment en évolution, mais il y a vraiment, par le fait même, beaucoup d'occasions de verdir qui sont à saisir et on doit travailler avec la collectivité pour saisir ces occasions-là. Et on va vouloir partager également nos expertises, mais également partager l'intérêt ou l'importance de verdir et la responsabilité de verdir ces milieux de vie-là avec la collectivité. Donc, toujours dans l'idée de faire profiter de milieux de vie de qualité et assurer la santé globale de nos citoyens. Alors voilà, bref portrait un peu de la situation pour ce qui est de la vision de l'arbre. Il y aurait tant à dire, comme mes collègues également, on s'arrête là et on sera intéressé à entendre vos préoccupations. Merci. Merci beaucoup, Dominique. J'espère que vous avez trouvé les présentations très inspirantes et que vous avez pu saisir aussi l'enthousiasme des professionnels qui ont hâte de vous rencontrer, de collaborer avec vous pour les ateliers. Alors, je profite de l'occasion pour souligner la présence de M. Mélenchon qui se sont joints à nous et Mme aussi Boucher. Mme Marie-Pierre Boucher, est-ce que vous vouliez dire un mot de bienvenue ou d'introduction? Bien, en fait, je ne sais pas si vous m'entendez, excusez, je me questionne. Oui. Bon, en fait, juste un merci de votre présence. C'est des moments qui sont toujours très pertinents de pouvoir avoir ces échanges-là. Donc, merci d'être présent et merci à l'équipe de la Ville pour les présentations. Je pense qu'elles vont permettre de belles discussions.
Merci beaucoup, Madame Boucher, c'est très apprécié. Alors, pour les périodes de questions-réponses, c'est très simple. Alors, vous avez l'outil Q et R pour questions et réponses qui se retrouve dans le bas de votre écran. Et vous pouvez tout simplement inscrire vos questions là. Si vous êtes plus à l'aise d'utiliser l'outil main levée, il n'y a pas de souci. Vous levez la main, puis je vois déjà qu'il y a 2 personnes qui l'ont levé et on va vous réactiver le micro et vous pourrez tout simplement, on va vous entendre et vous pourrez poser votre question rapidement. Je sais qu'il est 13 heures, que certains d'entre vous doivent quitter pour poursuivre le travail. Pas de souci. L'enregistrement sera mis en fin de journée là, sur le site web et vous pourrez écouter la fin ou la période de questions là, qui a lieu en ce moment. Alors, bonjour à tous, ceux qui nous quittent, et on va commencer avec la question de M. Van Nest. Bonjour, vous m'entendez? Oui. Oui, ça va? Oui. Écoutez, moi, une des choses, puis là, c'est de voir, là, est-ce que, bon, merci en premier là, de toute l'initiative, ça, d'être au courant de tout ce qui se passe. Mais c'est certain que moi, par rapport à mes attentes, c'est de voir, puis je ne sais pas si ça va être là, mais j'avais l'impression que, à un moment donné, si on parle de transformer le quartier puis développement durable, il y a, un des gros morceaux, c'est qu'on a un quartier avec des tas de terrains contaminés. On a beaucoup de terrains à transformer. C'est comme une grosse affaire. Peut-être que ça, ça nous a été dit comme on allait aborder ça. Je pensais que ça allait venir à l'intérieur de ça. Je peux me tromper. Mais un des points, en tout cas, que je voudrais soulever, c'est qu'en termes d'information, ce qui est important, en tout cas sur la question qu'on est dans un quartier contaminé, si on veut le transformer, puis le développement durable, c'est qu'est-ce qu'on va faire avec les terrains contaminés. Puis, je soulèverais le point que si on regarde les façons, entre guillemets, rigoureuses et scientifiques d'aborder ça, c'est ce qui est appelé, attendez, les études, puis de voir si à un moment donné, il allait se faire une méthodologie d'évaluation multicritère fondée sur les systèmes d'information géographique, autrement dit, de vraiment être capable de voir la contamination, les éléments. Puis je fais rapport ici à l'approche qui a été utilisée dans l'Est de Montréal avec la Fondation Suzuki et l'INRS pour justement dire, OK, si on a des terrains contaminés, qu'est-ce qu'on fait avec? Qu'est-ce qui peut être fait dans une approche multicritère? C'est comme ça que ça a été fait. Il me semble que notre quartier ressemble beaucoup à... C'est un quartier industriel qui doit évoluer. Donc, si on doit faire évoluer, il y a une approche rigoureuse à le faire. Est-ce que la ville va avoir une approche rigoureuse sur l'analyse multicritère en rapport avec la contamination et les usages qui pourront être faits? Merci, M. Van Nest. Alors, est-ce que Mme Anna Flavia ou peut-être Annie, là, voudriez compléter pour l'approche? Vas-y, Annie. Je peux commencer. En fait, peut-être qu'Anna Flavia aura des compléments d'information aussi plus largement. Là. Donc, bien sûr, on a une grande partie des terrains contaminés dont vous parlez, M. Van Nest, là, qui ont été ciblés par notre équipe de développement économique pour être requalifiés, en fait, être décontaminés, puis requalifiés par la suite. Donc, effectivement, c'est cette équipe-là qui pourra fournir davantage d'informations, là, notamment sur plusieurs terrains contaminés du secteur. Ces informations-là vont pouvoir être transmises. Il y a une partie des informations assurément qui vont être transmises le 7 décembre. Puis on aura l'occasion de discuter aussi plus largement, là, que ce soit des vocations, des espaces publics, des aménagements aussi qui devraient prendre place dans les quartiers de la Canardière. On pourra aborder tout ça dans le cadre des différents ateliers aussi des semaines à venir. Donc, on aura plusieurs occasions là, de reparler effectivement des potentiels pour ces différents terrains-là. Là, bien sûr, on a un certain nombre de terrains qui ont été ciblés spécifiquement par l'équipe du développement économique. Je ne sais pas si plus largement, on a d'autres actions aussi qui ont été entreprises. Peut-être qu'Anna Flavia, tu as plus d'informations que moi à ce niveau-là, mais assurément, il y a une grande partie des terrains qui vont être couvertes. Là. Excellent. Alors, merci beaucoup, Annie. Merci, M. Van Nest. J'ai l'impression qu'on va savoir aussi le 7 décembre. Là, vous nous avez suivis depuis le début, alors merci beaucoup. Alors, on va poursuivre avec M. Bergeron avant d'aller dans les questions écrites. Monsieur Bergeron, je vais ouvrir votre micro. Voilà, c'est fait. Oui, vous m'entendez bien? Très bien. Parfait. Donc, tout d'abord, merci. Je vais vous avouer, j'ai quand même beaucoup de questions, étant donné que c'est un sujet qui, je pense, qui est quand même qui interpelle plein de gens, puis qui est très motivant. Donc, ça fait normal. Je voulais juste peut-être y aller avec ma première catégorie qui concerne
plus le bâtiment, puis ensuite, je verrai ensuite pour laisser la place aux autres, là, pour les autres questions. En fait, la première, c'est par rapport à tout ce qui est le bâti. Lorsqu'on parle de développement durable, c'est quand même une grosse part de ce qu'on peut faire, en particulier l'écoquartier. Donc, à Decimoville, on a l'écoquartier qui commence quand même à prendre forme depuis quelques années. Là. Pour l'avoir vu quotidiennement se construire, c'est quand même intéressant de voir ce qu'on est rendu où. Mais je veux savoir où en étaient les travaux de la ville. Je crois qu'il y avait une volonté de l'agrandir, c'est-à-dire il y avait une partie des terrains qui sont entre la rue des Moqueurs et l'avenue Poulain, là, qui c'est présentement des hangars ou des entrepôts. Est-ce que c'est toujours les plans de la ville d'acquérir ces terrains-là? Parce que pour l'instant, on a eu l'accessibilité, c'est important pour les gens. Puis pour l'instant, je crois que dans les dernières années, on a beaucoup mis accès sur les logements locatifs, tout ça, et tout ce qui est les maisons de ville, si on va aller chercher les jeunes familles, tout ça, il n'y en a pas eu d'autres, de un. Puis, de deux, c'est ça, un écoquartier permet justement de mieux contrôler ce qui se construit avec des critères quand même un peu plus poussés. Puis, le deuxième élément par rapport à ma question, donc, l'agrandissement d'écoquartiers. Ensuite, tout ce qui est en dehors d'écoquartiers, on voit beaucoup de gros bâtiments se construire, des gros projets, que ce soit locatifs ou institutionnels ou, bref, industriels. Il y a des gros projets avec ce qui s'en vient avec les Novitam, ce qui s'en vient avec les terrains sur l'ancien dépôt à neige. Est-ce que la Ville va mettre des cadres plus serrés, plus restrictifs par rapport à ces bâtiments-là pour qu'ils soient plus éco-énergétiques, qui respectent, je ne sais pas, une politique de bâtiments verts intelligents? Bref, est-ce qu'il y a des attentes à ce niveau-là de la Ville de mieux contrôler ce qui va se faire dans ce quartier-là? Merci pour vos deux questions, M. Bergeron. Alors, un début de réponse avec Annie. Oui, effectivement. Bien, tout d'abord, concernant l'écoquartier, effectivement, bon, je n'ai pas tous les détails. C'est nos collègues au projet majeur qui s'occupent de mener ce projet-là. Vous avez tout à fait raison. Il y a d'autres terrains supplémentaires qui étaient ciblés, effectivement, pour que l'écoquartier s'étende davantage. Je sais qu'il y avait certaines contraintes. Ça demande des propriétés privées aussi. Encore faut-il s'entendre avec les propriétaires pour acquérir ces propriétés-là. Là, c'est sûr, vous allez me dire, il y a dorénavant un droit de préemption qui est possible et tout. On pourra voir ce qui sera possible de faire à ce niveau-là. Donc oui, c'était effectivement dans les cartons de la Ville. Je pourrais aller voir auprès de mes collègues des projets majeurs là, pour obtenir davantage de détails sur ce qui advient de ce futur, cet agrandissement, en fait, là, qui était prévu pour l'écoquartier, pour fournir davantage de détails. Et en ce qui concerne les bâtiments plus largement, c'est sûr que oui, vous avez fait allusion à la zone d'innovation notamment, mais la vision d'aménagement pourra contribuer à ça aussi. Effectivement, il y a des ambitions en matière de développement durable pour les nouvelles constructions, mais aussi pour les rénovations des bâtiments existants dans le secteur. Donc, c'est sûr qu'il y a un équilibre à atteindre par rapport à l'abordabilité des projets aussi, mais clairement, on souhaite établir certains critères pour que les bâtiments soient davantage durables dans le secteur. Et je répète, autant pour les bâtiments existants que pour les nouveaux bâtiments qui verront le jour. Donc, différents outils pourront être mis à profit, que ce soit au travers de la réglementation d'urbanisme qui découlera de la vision, qui va venir établir les critères et les éléments qu'on souhaite mettre de l'avant, mais aussi dans le cadre du développement de la zone Innovitam, là où la Ville vend des terrains en réalité à des entreprises, donc sera largement impliquée dans la mise en œuvre de la zone d'innovation et aura l'opportunité de venir encadrer les projets. Et bien sûr, j'en profite pour mentionner que ces critères-là, ça va être l'occasion d'en discuter lors des ateliers participatifs. Ce n'est pas la Ville seulement dans son coin qui va définir les critères. Bien sûr, on va le faire ensemble avec les citoyens dans le cadre des ateliers. Donc, on aura l'occasion de se reparler des bonnes idées qui pourraient être mises à profit. Merci beaucoup, M. Bergeron. Ça faisait le tour de vos questions? Oui, je pense que je vais poser les autres par écrit, comme je vous dis. Là, OK, pas de souci. Je ne veux pas accaparer le moment. Alors, merci. On va vous lire bientôt. On a deux questions présentement dans l'outil Q&R. Alors, d'abord, M. Proux, Lemire, savez-vous combien des 130 000 arbres à planter pour 2029 sont destinés au quartier de la Canardière? Peut-être plus une question pour M. Aubé. En fait, on n'a pas ce fin détail-là pour l'instant. On est actuellement en train d'établir la planification sur les années entre aujourd'hui et 2029, mais en fonction des quartiers principalement, mais pas par des secteurs spécifiques comme ça. On voudrait y arriver. Peut-être que l'information pourra être précisée ultérieurement dans l'autre activité de consultation, mais je n'ai pas le détail actuellement avec cette question-là.
On pourrait l'avoir plus tard, Dominique, c'est ce Oui, que je comprends? je me mets une note, oui, de le regarder. Oui? Oui. Alors, M. Proulemire, j'ai vos coordonnées courriel par votre inscription. Alors, on pourra vous donner plus spécifiquement le nombre d'arbres. Ça sera plus facile là, dans les heures ou les jours qui vont suivre. Là. On vous contacte. Alors, vous aviez aussi une deuxième question sur la cartographie. Alors, je vais la lire pour les citoyens qui nous écoutent. Est-ce que la cartographie des lieux potentiels pour la plantation d'arbres sera mise à la disposition du public? Si oui, quand? Encore une question pour toi, Dominique. Oui, j'avais bien saisi. Nos collègues de la foresterie urbaine n'ont pas terminé l'exercice. Je ne sais pas si cette cartographie-là sera rendue disponible sur la carte interactive, mais j'aurais tendance à vous dire que dans l'idée de collaborer et de travailler avec les citoyens, on va certainement vouloir. Il y a déjà dans l'exercice terrain qui est fait d'identification des sites potentiels pour la plantation, une certaine interaction avec le citoyen pour vérifier s'il y a un intérêt à ce que la ville aille ou non planter. Donc, dans certains cas, les gens se manifestent très positivement, dans d'autres cas, ils se manifestent négativement et puis on doit faire des itérations avec les gens. Donc, je n'ai pas la réponse à savoir si ça sera automatiquement mis sur la carte interactive, mais toujours dans l'idée de travailler de collaboration avec la communauté. Je pense que ça serait quand même une bonne idée que je vais faire cheminer à nos collègues de la foresterie urbaine. Merci beaucoup pour votre initiative, Dominique, puis merci pour votre question, M. Proulemire. Alors, oui, Guillaume Bergeron, on poursuit avec une autre question pour M. Aubé. En ce qui concerne les espaces verts, la conservation des milieux naturels du secteur, y a-t-il des plans pour la mise en valeur du ruisseau du Moulin, dont une large part est enterrée? Spécifiquement pour ce ruisseau-là, ce serait moins moi qui pourrais vous répondre que mes collègues là, dans la division ou dans la section. Non, mais peut-être, je ne sais pas si Hélène peut donner des renseignements, mais c'est peut-être une question que je pourrais, encore une fois, là, trouver la réponse parce que je suis moins dans la restauration de cours d'eau. Il y a des équipes là, dans la section eau et environnement qui traitent de ces enjeux-là. Quelle est leur planification par rapport à tel ou tel cours d'eau, je ne pourrais pas vous dire, mais dans la préservation des milieux naturels, dans l'idée de préserver la canopée, c'est sûr qu'il y a actuellement un exercice là, de portrait ou d'identification des boisés urbains sur le territoire de la ville à l'intérieur du périmètre d'urbanisation. Donc là, nos équipes travaillent actuellement à ce portrait-là. Il y aura des résultats qui seront publiés là, ultérieurement. Donc, vous pourrez suivre un peu les communications de la ville sur les boisés et les stratégies qui seront prises pour les protéger. Merci. Annie, avais-tu quelque chose? J'ai vu que tu as allumé ton micro. Oui, bien, juste en complément d'information, là, effectivement, Dominique, tu as tout à fait raison et j'ai cru effectivement avoir connaissance qu'il y avait certaines choses qui étaient travaillées en lien avec le ruisseau précisément. Il y a des travaux qui s'en viennent dans ce secteur-là. On sait que Medicago a construit son entreprise dernièrement. Donc, il me semble qu'il y avait quelque chose dans les cartons. On va pouvoir creuser pour avoir les informations exactes là, en vue des ateliers participatifs pour qu'on puisse considérer justement ce cours d'eau-là dans les planifications. Merci beaucoup, Annie, du complément, c'est apprécié. Est-ce que j'aurais d'autres questions des spectateurs qui sont encore présents là, à cette heure-ci? Alors, M. Van Nest, allez-y, deuxième question. Je vais réactiver votre micro. Voilà. C'est fait. OK, ça fait. OK. Juste pour bien comprendre la réponse qui m'a été donnée, c'est que donc, sur les terrains contaminés, c'est les gens de l'économique qui vont venir m'expliquer en quoi la décontamination, ça s'inscrit dans le développement durable. En tout cas, parce que j'ai comme compris que c'est eux autres qui vont en parler. Je suis un peu dubitatif. Donc, c'est le secteur économique qui va me parler comment le développement durable avec les usages et les études multicritériées, un peu étonné. Sont perplexes pour pas être utiliser autre chose. Mais le point, ma question précise, c'est on parle du programme Rue conviviale extraordinaire, vous avez une bonne grille d'analyse. On va-tu avoir le portrait de notre quartier, on va-tu en avoir? Jusqu'à maintenant, on a comme l'impression que c'est un beau programme, mais que, en tout cas, on s'attendrait à que quelque part dans le portrait, on nous dise c'est quoi les rues? Nous, on va-tu en avoir droit? Ça a l'air extraordinaire, mais on n'est pas sûr si ça va nous toucher. Fait que c'est clair qu'on s'attendrait quelque part à ce qu'on nous dise on va-tu en avoir? C'est super extraordinaire. Mais si on fait le portrait de la Canadienne puis vous ne dites pas ce qui va arriver dans notre quartier avec ça, ben, ça fait juste qu'on rêve de quelque chose qui se passe ailleurs dans la ville. Fait que, je ne pourrais peut-être pas me répondre tout de suite quelles sont celles-là, mais je dirais que c'est certainement une information qu'on s'attend à voir. Oui, bon point. Je vois d'ailleurs Hélène là, qui appuie de la tête là, pour. Dans le fond, c'est plus un commentaire d'avoir des rues conviviales dans Canardière. Pour le moment, je ne pense pas qu'ils ont été ciblés précisément, sinon je pense qu'on les aurait déjà mentionnés. Mais effectivement, là, Annie, voulais-tu rajouter quelque chose sur
Bien, simplement, si je peux me permettre, en fait, la vision d'aménagement et la démarche qu'on est en train de faire ensemble va pouvoir alimenter justement ces réflexions-là pour définir où des aménagements comme des rues conviviales pourraient être appropriés là, pour répondre à certaines stratégies, certaines problématiques, certaines ambitions dans le secteur. Donc, clairement, on pourra se pencher là-dessus. Puis, en complément d'information, effectivement, là, je vous rassure, M. Van Ness, ce n'est pas le développement économique qui a travaillé ça seul au niveau de la décontamination des terrains, là. Donc, il y avait une équipe multidisciplinaire qui travaillait avec eux, mais c'est sûr que c'est eux, je dirais, les leaders du projet. Donc, c'est ça pourquoi c'est eux qui détiennent l'information. Mais effectivement, vous aurez davantage de détails qui seront fournis là, dans les prochains jours, les prochaines semaines. Merci, M. Van Ness, pour vos questions. On va poursuivre avec M. Bergeron. Alors, M. Bergeron, voilà, je vais réactiver votre son. Voilà. Oui, merci. On vous entend. Oui, merci. Écoutez, il y a une question que je vous avais, je suis parti pour je me suis inscrit pour la plupart des ateliers, puis honnêtement, je n'étais pas trop sûr dans laquelle ces ateliers les poser. Peut-être transport, mais encore là, ce n'est pas très évident. C'est par rapport à la voie de chemin de fer qui traverse une partie du secteur. Et bon, je sais que tout ce qui est chemin de fer ne sont pas de juridiction municipale, évidemment, du moins d'habitude. Mais pour ceux qui connaissent le secteur, la voie de chemin de fer, surtout ce qui se passe autour dans le coin de Décimoville, derrière Mézeray, c'est devenu un corridor vert quand même intéressant pour la biodiversité, la faune, et surtout que j'essaie de me rappeler la dernière fois qu'il y a un train qui est circulé là. Je pense que soit c'est celui du Massif, il s'arrête maintenant au Montmorency, puis tout ce qui arrive du secteur du port, c'est très rare qu'on dépasse, je pense, le domaine Mézeray. Avec tout ce coin-là qui passe en arrière de l'écoquartier, juste dans le coin de l'ancienne usine de Sico, est-ce qu'il y a des projets? Parce que j'ai l'impression que c'est un j'ai en tête mégantique, là, je ne dirais pas qu'on ait quelque chose de similaire, mais est-ce qu'il y a des projets de la revitaliser, de l'entretenir? Comment ça s'inclut dans le projet pour le secteur? Oui, alors Annie, peut-être que tu peux, même généralement, on peut quand même donner un peu d'informations. Oui, bien, effectivement, c'est sûr que c'est des sujets qui n'appartiennent pas uniquement à la ville. On doit avoir des discussions à ces sujets-là avec nos collaborateurs, donc différents acteurs externes, que ce soit le CN, le MTQ qui sont impliqués dans ces discussions-là, effectivement. Mais l'objectif est toujours de s'assurer d'une bonne intégration de ces milieux-là, de veiller à la sécurité aussi, bien sûr, des citoyens et des gens qui fréquentent le secteur. Ce sera l'occasion, j'en ai parlé, hein, on sait, on est conscient effectivement que ces éléments-là sont des barrières, entre autres, à la mobilité active. Donc, c'est sûr que la vision d'aménagement pourrait être une occasion de penser à comment mieux intégrer ces barrières-là, justement, peut-être voir aussi s'il y a des opportunités de les mettre à profit, que ce soit pour développer le réseau de mobilité active, justement, ou pour verdir, ou pour tout autre objectif. Donc, c'est sûr que les canaux de communication avec ces acteurs-là sont ouverts, mais il faut voir, bien sûr, avec eux, là, par rapport aux possibles aménagements. Je vous remercie parce qu'on parle souvent du Montmorency comme un frein pour l'accès au fleuve, mais il y a cette traque de chemin de fer-là qui, des fois, on ne sait pas trop qu'est-ce qui se passe avec. Au moins, du Montmorency, on voit encore des voitures passer, c'est pour ça. Tandis que la traque de chemin de fer, disons que le trafic se fait rare dessus. Merci beaucoup, M. Bergeron. En effet, on entend souvent qu'il faut désherber le secteur tellement il n'y a pas beaucoup de circulation. Alors, une autre question de M. Proulemire, alors que vous demandez si on a parlé d'économie circulaire, notamment en lien avec la gestion des matières résiduelles. Alors, c'est plus nos collègues là, de la gestion des matières résiduelles qui ne sont pas là avec nous, mais qui pourraient y répondre. Dans le fond, ce que je comprends, c'est que vous aimeriez qu'on explique l'économie circulaire ou si l'économie circulaire, dans notre économie circulaire, la gestion des matières résiduelles est inclue. Peut-être juste spécifier votre question dans l'outil QER, à moins que Hélène, oui, tu lèves la main. Non? En fait, je pourrais quand même mentionner que j'ai pas parlé d'économie circulaire. Là, ça aurait pu s'inscrire dans le cadre de la présentation sur le plan de transition et d'action climatique. J'en ai pas parlé parce que ça s'inscrivait peut-être moins dans le cadre d'une vision d'aménagement du territoire. Cela dit, l'économie circulaire, hein, on va chercher des gains via différents secteurs. Puis, c'est sûr qu'il y a un lien, entre autres, avec l'achat local.
Donc, on vient chercher l'économie circulaire à ce moment-là. Puis, dans le plan de transition et d'action climatique, là, j'essayais de regarder. Il y avait... Ah non, elle n'est pas dedans. Attendez, excusez-moi. Il y a quand même l'usine de biométhanisation là, qui est en marche et qui rentre aussi là, dans une stratégie d'économie circulaire. Mais sinon, si vous avez une question effectivement plus spécifique, là, comme disait Anne, là, on pourrait la poser là, à nos collègues de la gestion des matières résiduelles, là, dépendamment de la nature de la question. Grâce à votre question, ça me permet de lancer l'information suivante dans le site web là, de la Ville de Québec. Puis je pense que Marie pourra remettre dans l'outil de discussion le lien. Bon, on a les ateliers qui s'en viennent, on a les enregistrements, tout ça, mais on a aussi un formulaire de commentaires et de dépôt de documents. Alors, les gens qui veulent poser des questions, laisser un commentaire ou mettre un document, un mémoire d'information, c'est le lieu pour le déposer et on y répond. Alors, si jamais, bon, vous réfléchissez, vous dites, bien, ma question plus précise, c'est ça, puis qu'on a terminé la séance, bien, il y a toujours moyen de vous rattraper et d'aller sur le site web et de l'inscrire là, pour qu'on puisse y répondre. Puis l'équipe de la GMR pourra à ce moment-là être plus précis. Là. Quoique Hélène a déjà donné une bonne introduction. Voilà. Alors, j'ai une dernière... non, ce n'était pas une question spécifique. Alors, ce n'est pas une question spécifique, M. Proulemire, mais ça nous a permis de lancer l'information. Alors, merci à vous. Je vois qu'il n'y a pas d'autres questions dans l'outil de Q&R, ni de main levée. On est à 13h22, on finit à 13h30. Je pense qu'on pourrait clore la séance en vous rappelant que la séance est enregistrée. Vous pourrez la réécouter. En vous rappelant également que nous aurons une séance d'information le 7 décembre là, au Carrefour Saint-Pascal encore, en mode hybride. Alors, vous pouvez l'écouter soit par Zoom ou en salle sur la vision de l'application et notamment Innovitam. Alors, je laisserai le mot de la fin à Mme Boucher, si ça vous convient, Mme Boucher. On profiterait de votre présence pour clore la séance. Oui, merci beaucoup de votre présence. Vous savez, c'est la deuxième des rencontres concernant la vision de la Canardière. Donc, votre présence, elle est extrêmement importante parce que c'est ce qui nous permet, de voir si toute l'information, elle est présente, de pouvoir s'adapter, de pouvoir continuer à avancer. Puis l'implication citoyenne, elle est extrêmement importante pour la suite. Donc, merci de votre présence, puis on espère vous revoir dans les autres rencontres concernant la vision de la Canardière. Merci beaucoup et bon après-midi. J'en profite pour souhaiter un excellent week-end. Amusez-vous. Bonne journée.